Biographie d'Ahmed Sefrioui. Ahmed Sefrioui, écrivain marocain, est né en 1915 à Fès. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Passionné de patrimoine, il a occupé des postes administratifs aux arts et métiers de Fès, puis à la direction du tourisme à Rabat. Il sera à l'origine de la création de nombreux musées comme Bata, Oudaya et Bab Roua. Il est mort le 25 février 2004. Ses œuvres, son premier roman où il évoque Fès, il obtient le Grand Prix littéraire du Maroc, pour la première fois attribué à un Marocain, La boîte à merveilles, la ville de Fès vue à travers le regard du petit Mohamed. Ce roman ethnographique apparaît comme le texte inaugural de ce qui est aujourd'hui la littérature marocaine d'expression française. La maison de servitude. Le jardin des sortilèges ou le parfum des légendes. Quelle trace dans son œuvre? Écrivain marocain qu'on a tendance à considérer comme le pionnier de la littérature marocaine d'expression française. Il est né à Fès, en 1915, de parents berbères. Le parcours de cet écrivain est celui de ces petits Marocains scolarisés sous le protectorat. L'école coranique est un passage obligatoire pour tout élève avant que celui-ci n'accède aux écoles du colon, dites écoles de fils de notables ou d'indigènes. Personnages principaux. Je sais l'auteur-narrateur-personnage. Sidi Mohamed, le narrateur, jeune garçon, 6 ans, habite avec ses parents, le deuxième étage de la maison d'Archwafa, la maison de la voyante. Lala Zoubida, mère de Sidi Mohamed. Sidi Abdeslam, père de Sidi Mohamed, tisserand de métier. La voyante Lala Kenza, la Chouafa, voyante, la tante de Sidi Mohamed, habite au rez-de-chaussée de la maison d'Archwafa. Driss El Awad, fabricant de charrues, mari de Rama et père de la jeune Zineb, 7 ans. La famille occupe le premier étage de la maison d'Archwafa. Fatma Biziouya et son mari Halal, jardinier, voisin de la famille de Sidi Mohamed au deuxième étage de la maison d'Archwafa. Lala Aïcha, ancienne voisine de Lala Zoubida. Le FQIH, un homme barbu qui apparaît dans les cauchemars de Sidi Mohamed. Résumé général de l'œuvre. L'auteur-narrateur-personnage de La boîte à merveilles raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans. Par un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur-narrateur adulte et de l'auteur-narrateur enfant, le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur qui, malgré quelques timides amitiés, ne semble compter comme véritable ami que La boîte à merveilles. En faisant le bilan de son enfance, l'auteur raconte ses journées au MSID auprès du FQIH et de ses condisciples, collègues. La maison de Darchwafa et les habitudes de ses habitants ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines et son habitude à passer du rire aux larmes en plus de son art de conter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. De par son genre, le récit reste un véritable témoignage du vécu de ses personnages par la fréquence des noms de quartiers qui constituent une véritable cartographie géographique. La figure calme du père est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il vient aux mains avec le courtier avant d'acheter les bracelets or et argent à sa femme. Cet incident précède l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïks, ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille dans la pauvreté. Après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Larbi avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur, ce qui lui permet d'exprimer son soulagement quant à ce dénouement. Résumé chapitre par chapitre. Chapitre 1. L'hiver. Darchwafa. 2 éléments déclenchent le récit. La nuit et la solitude. Le poids de la solitude. Le narrateur y songe et part à la recherche de ses origines. L'enfance. Un enfant de 6 ans, qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. À travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires. La visite commence par le rez-de-chaussée habité par une voyante. La maison porte son nom, Darchwafa. On fait connaissance avec ses clientes, on assiste à un rituel de musique gnawa, et on passe au premier où Rama, sa fille Zineb et son mari Awad, fabricant de charrues disposées d'une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Biziouya. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères, nourri par les récits de Abdellah l'épicier et les discours de son père sur l'au-delà.
L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes, cet espace de vapeur, de rumeurs et d'agitation était pour lui bel et bien l'enfer. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rama. Chapitre 2, visite d'un sanctuaire au MSID, école coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard du FQIH et les coups de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrances. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à Lala Zoubida, la mère de l'enfant, nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Bougaleb. L'enfant pourra boire de l'eau de sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Oraison, prières et invocations peuplaient la Zawiya. Le lendemain, le train-train quotidien reprenait. Le père était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis Driss. La famille depuis un temps ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. Chapitre 3, le repas des mendiants aveugles. Zineb, la fille de Rama, est perdue. Une occasion pour Lala Zoubida de se réconcilier avec sa voisine. Tout le voisinage partage le chagrin de Rama. On finit par retrouver la fillette et c'est une occasion à fêter. On organise un grand repas auquel on convie une confrérie de mendiants aveugles. Toutes les voisines participent à la tâche. Darsh Wafa ne retrouve sa quiétude et son rythme que le soir. Le printemps. Chapitre 4, les ennuis de Lala Aïcha. Les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à Lala Aïcha. Ils passent toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de potin pour les deux femmes et de jeux avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Le soir, Lala Zoubida fait part à son mari des ennuis du mari d'Alala Aïcha, Moulay Larbi, avec son ouvrier et associé Abdelkader. Ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Les juges s'étaient prononcés en faveur de Abdelkader. L'enfant, lui, était ailleurs, dans son propre univers, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdellah l'épicier et ses histoires. Personnage qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père. Récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Chapitre 5. L'école coranique. Journée au MSID. Le F qui parle aux enfants de la Hakoura. Ils ont 15 jours pour préparer la fête du Nouvel An. Ils ont congé pour le reste de la journée. Lala Aïcha, en femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, un voisin est mort. On le pleure et on assiste à ses obsèques. Ces funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Chapitre 6. Préparatifs de la fête. Les préparatifs de la fête vont bon train au MSID. Les enfants constituent des équipes. Les murs sont blanchis à la chaux et le sol frotté à grande eau. L'enfant accompagne sa mère à la Kissaria. La fête approchait et il fallait songer à ses habits pour l'occasion. Il portera un gilet, une chemise et des babouches neuves. De retour à la maison, Rama insiste pour voir les achats faits à la Kissaria. Le narrateur est fasciné par son récit des mésaventures de Si Othman, un voisin âgé, époux de Lala Khadija, plus jeune que lui. Chapitre 8. Les bijoux du malheur. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle du MSID, trop étroite et trop chaude pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien et sa mémoire fait des miracles. Son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. Lala Zoubida aura enfin les bracelets qu'elle désirait tant. Mais la visite au souk aux bijoux se termine dans un drame. Il est là à assister à une saignée et à s'ennuyer des récits du barbier. La rue après est plus belle, plus enchantée. Ce soir-là, la maison baigne dans l'atmosphère des derniers préparatifs. Le jour de la fête, on se réveille tôt, 3 heures du matin. L'enfant est habillé et accompagne son père au MSID célébrer ce jour exceptionnel.
Récitation du Coran, chant de cantiques et invocations avant d'aller rejoindre ses parents qui l'attendaient pour le petit déjeuner. Son père l'emmène en ville. À la fin du repas de midi, Lala Aïcha est là. Les deux femmes passent le reste de la journée à papoter et le soir, quand Lala Aïcha repart chez elle, l'enfant lassé de son tambour et de sa trompette est content de retrouver ses vieux vêtements. L'été. Chapitre 8. Les bijoux du malheur. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa grisaille. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle du MCID, trop étroite et trop chaude pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien et sa mémoire fait des miracles. Son maître est satisfait de ses progrès et son père est gonflé d'orgueil. Lala Zoubida aura enfin les bracelets qu'elle désirait tant. Mais la visite au souk aux bijoux se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ces bracelets que son mari lui offre, ne songe plus qu'à s'en débarrasser. Ils sont de mauvais augure et causeraient la ruine de la famille. Les ennuis de Lala Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari vient de l'abandonner. Il a pris une seconde épouse. La fille de Si Abderrahmane, le coiffeur. Si l'enfant se consacre avec assiduité à ses leçons, il rêve toujours autant. Il s'abandonne dans son univers à lui, il est homme, prince ou roi, il fait des découvertes et il en veut à mort aux adultes de ne pas le comprendre. Sa santé fragile lui joue des tours. Alors que Lala Aïcha racontait ses malheurs, il eut de violents maux de tête et fut secoué par la fièvre. Sa mère en fut bouleversée. Chapitre 9. Un ménage en difficulté. L'état de santé de l'enfant empire. Lala Zoubida s'occupe de lui nuit et jour. D'autres ennuis l'attendent. Les affaires de son mari vont très mal. Il quitte sa petite famille pour un mois. Il part aux moissons et compte économiser de quoi relancer son atelier. L'attente, la souffrance et la maladie sont au menu de tous les jours et marquent le quotidien de la maison. Lala Zoubida et Lala Aïcha, deux amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant, Sidi Al-Arafi. Chapitre 10. Superstition. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi Al-Arafi rassurèrent les deux femmes. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Lala Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, elle se sent moins seule et sa présence lui fait oublier ses malheurs. Chaque semaine, ils vont prier sous la coupole d'un saint. Les prédications de Sidi Arafi se réalisent. Un messager venant de la campagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdesalam. Lala Aïcha invite Lala Zoubida. Elle lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. Chapitre 11. Papotage de bonne femme. Thé et papotage de bonne femme au menu chez Lala Aïcha. Salama, la marieuse, est là. Elle demande pardon aux deux amis pour le mal qu'elle leur a fait. Elle avait arrangé le mariage de Moulay Larbi. Elle explique que ce dernier voulait avoir des enfants. Elle apporte de bonnes nouvelles. Plus rien ne va entre Moulay Larbi et sa jeune épouse et le divorce est pour bientôt. Zor, une voisine, vient prendre part à la conversation. Elle rapporte une scène de ménage. Le flot des potins et des médisances n'en fin pas et l'enfant lui, qui ne comprenait pas le sens de tous les mots est entraîné par la seule musique des syllabes. Chapitre 12. Un conte de fées a toujours une chute heureuse. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Mahalem Abdslem est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyous éclatent sur la terrasse, les voisines font des vœux. L'enfant et sa mère sont heureux. Driss est arrivé à temps annoncer que le divorce entre Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé. La conversation de Driss et la ouad et de Moulay Abdeslem, ponctuée de verres de thé, écrase l'enfant. Il est pris de fatigue mais ne veut point dormir. Il se sent triste et seul. Il tire sa boîte à merveille de dessous son lit, les figures de ses rêves l'Y attendaient. Fin. Schéma narratif. État initial. L'auteur-narrateur personnage vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, ch. I jusqu'au ch 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. Élément perturbateur,
Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk. Péripétie, le voyage du père à la campagne, où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Ch 8, 9, x 11. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse. La tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement, le retour du père. Situation initiale. Le retour de l'équilibre, le bonheur. La réouverture par le petit de sa boîte à merveilles.